Nous commençons ici un chapitre sur la notion de limite, mais cette fois-ci non pas pour les suites, mais pour les fonctions, et puis sur la notion de continuité qui lui est très liée. C'est un chapitre qui est dans le même esprit que le chapitre qui a été fait sur les suites, au sens où on va partir d'une définition rigoureuse de la notion de limite, et à partir de cette définition, on va d'une part clarifier tout un tas de choses que vous connaissez déjà sur ces notions de limite et de continuité, comme par exemple les règles de calcul de limite, le théorème des gendarmes, le théorème des valeurs intermédiaires, ce genre de choses. Et puis d'autre part, ici et là, aller plus loin, proposer de nouveaux types de raisonnements et également de nouveaux théorèmes. En ce qui concerne les démonstrations, on sera beaucoup plus expéditif qu'on ne l'a été sur les suites, parce qu'il y a beaucoup de propriétés et théorèmes qui sont en fait tout à fait similaires au cas des suites. Et puis parce que les démonstrations elles-mêmes en fait sur les fonctions sont très similaires aux démonstrations qu'on a fait sur les suites. Donc on ne va pas perdre de temps et on va se concentrer sur les nouveautés. Une notion qui va s'avérer très importante dans tout le chapitre, c'est la notion de voisinage. En fait, les voisinages pour les fonctions, c'est un peu la notion qui est l'analogue du à partir d'un certain rang qu'on avait pour les suites. Fixons A un réel. Ce qu'on appelle un voisinage de petit a, c'est tout simplement un intervalle du type a moins eta virgule a plus eta, où eta est un réel strictement positif. Autrement dit, un voisinage de petit a, c'est juste un intervalle qui est centré en petit a. Vous voyez ici que le nombre eta, qui va donc déterminer la longueur de cet intervalle, on lui demande juste d'être strictement positif. Il peut donc être aussi petit qu'on veut. Un voisinage de petit a peut être arbitrairement petit. Il faut juste qu'il soit de longueur strictement positive. C'est tout. Ensuite, un voisinage de plus l'infini, c'est un intervalle du type x0, plus l'infini, où x et 0 est un réel. Symétriquement, ce qu'on appelle un voisinage de moins l'infini, c'est un intervalle du type moins l'infini, x0, où x0 est un réel. Vous voyez donc qu'on peut parler de trois types de voisinage: voisinage d'un réel, voisinage de plus l'infini et voisinage de moins l'infini. Imaginons que A soit un objet d'un des trois types. Et maintenant, imaginons qu'on considère h de t une proposition qui dépend d'un paramètre réel t. On dit que cette proposition h est vraie au voisinage de A si jamais il existe un voisinage v de A, tel que pour tout t appartenant à v, h de t est vrai. Autrement dit, une proposition, on dit qu'elle est vraie au voisinage de A si elle est vraie sur un voisinage de A. Prenons quelques exemples. La phrase f de t est positif sur un voisinage de 2, en parlant, mettons, d'une fonction f. Cette phrase, elle signifie la chose suivante. Il existe un voisinage de 2, c'est-à-dire il existe un nombre strictement positif petit eta, tel que pour tout t appartenant à 2 moins eta, 2 plus eta, on a que f de t est positif. Vous voyez en fait que dans la phrase que j'ai écrite entre guillemets, le t qui est ici, il est quantifié, en fait il est quantifié à cet endroit-là, puisque la signification ici de ça, c'est bien ça, avec le « il existe » ici. Au passage, il est tout à fait correct d'écrire la même phrase sans variable t. On peut très bien dire tout simplement f est positive au voisinage de 2. Vous voyez que c'est quelque chose qui est très similaire au « à partir d'un certain rang » pour les suites, puisque ici, ce « il existe eta » pour un certain voisinage, il ne pose absolument aucune contrainte sur eta. Eta peut être extrêmement petit, on n'en sait rien, juste il existe. Prenons un second exemple. Imaginons la phrase « f est borné au voisinage de plus l'infini ». Cette phrase, elle signifie qu'il existe un voisinage de plus l'infini, c'est-à-dire il existe un réel x0, tel que, sur ce voisinage, c'est-à-dire sur l'intervalle x0 plus l'infini, f est borné. Donc ça veut dire quoi qu'elle est bornée? Ça signifie qu'il existe une borne grand M, telle que pour tout t appartenant à ce voisinage, donc pour tout t plus grand que x0, la valeur absolue de f de t est inférieure à grand M. On arrive à la notion de limite. Tout d'abord, posons quelques notations. I désigne dans tout le chapitre un intervalle de R. Ok. Ensuite, dans cette partie, f désigne une fonction qui va de I dans R.
Alors pour définir la notion de limite pour une fonction, en fait il y a plusieurs notions, puisque on peut parler pour une fonction de sa limite en plus l'infini, on peut parler de sa limite en moins l'infini, et on peut parler de sa limite en un point, en un réel petit a. On va commencer par faire ça, définir la notion de limite d'une fonction en un point. Ici, petit a désigne un réel, alors appartenant à i, l'intervalle de définition de f, ou éventuellement une extrémité de i. Quand je dis une extrémité de i, je pense à des cas par exemple où i est de ce type-là, ou éventuellement même où i est de ce type-là, avec ici un bord droit ouvert. Donc a peut être en fait un bord de i, à droite ou à gauche, peu importe. Même si a est exclu, c'est-à-dire dans le deuxième cas où a n'appartient pas à i, on peut tout à fait définir la limite de f en petit a. L désigne ici un réel, et allons-y pour la définition. On dit que f admet le réel L comme limite au point A, et on note que f de x tend vers L lorsque x tend vers A, si, accrochez-vous, pour tout epsilon strictement positif, il existe un voisinage de A sur lequel la distance entre f de x et L est inférieure à epsilon. Si je veux écrire cette définition avec des quantificateurs, ça va donc donner la chose suivante. Pour tout epsilon strictement positif, il existe un voisinage de A, donc il existe un réel strictement positif eta, tel que, sur le voisinage correspondant de petit a, c'est-à-dire pour tout x appartenant à a moins eta, virgule a plus eta, la distance entre f de x et L est inférieure à epsilon. Ici, cette dernière phrase que j'ai écrite, pardon, j'ai oublié le epsilon. Cette distance-là est inférieure à epsilon, elle signifie que f de x est compris entre L moins epsilon et L plus epsilon. On commence à connaître la chanson. On voit que cette définition est très similaire à la définition de la limite finie d'une suite, puisque c'est la même structure. Pour tout epsilon, on dit que f de x est proche de L à epsilon près. Maintenant, ce qui change, c'est cette partie-là. Au lieu que ça soit pour les suites à partir d'un certain rang, on a ça, ici, c'est sur un voisinage de petit a. Maintenant, avec cette définition que j'ai écrite avec les quantificateurs, je triche un tout petit peu à cet endroit-là, puisque implicitement, je suis en train de considérer que ma fonction f est définie à la fois à gauche de petit a et à droite de petit a. Or, ici, souvenez-vous, on s'est permis l'éventualité que petit a soit un bord de grand I, soit à gauche, soit à droite. Et dans ce cas-là, f n'est pas défini, soit à droite, soit à gauche de petit a. Donc il faudrait en fait écrire plusieurs cas. Si par exemple I est un intervalle où le A est le bord droit, mais le bord droit inclus dans petit i, alors cet intervalle-là, ça va être ce qu'on appelle un intervalle, un voisinage, pardon, à gauche de petit a, c'est-à-dire un intervalle de ce type-là. Et si maintenant le bord est exclu de i, alors il faut même enlever ici le bord dans cet intervalle. Bien sûr, le cas symétrique, si jamais A est un bord à gauche de l'intervalle grand I, où cette fois-ci, on fera appel à ce qu'on appelle un voisinage à droite de petit a. Pour ne pas avoir 36 cas dans cette définition, il y a en fait une façon simple qui est ici de rajouter inter I pour dire qu'on ne prendra dans cet intervalle-là que ce qui est en intersection avec l'ensemble de définitions de f. Sur le dessin, ça donne la chose suivante. Si jamais on se fixe un réel A sur l'axe des abscisses et un réel L sur l'axe des ordonnées, dire que f tend vers L en petit a, ça signifie que pour tout epsilon, si jamais on prend autour de petit l un intervalle de longueur 2 epsilon de cette façon-là, au voisinage de A, la fonction va être dans ce tube ici des valeurs comprises entre L moins epsilon et L plus epsilon. Et quand on dit au voisinage de A, c'est que donc il existe ici une distance eta, strictement positive, telle que, sur cet intervalle-là, a moins eta, a plus eta, la fonction est, le graphe de la fonction est situé dans ce carré ici que j'ai hachuré en rouge. Et bien évidemment, ce fait doit être vrai, quel que soit epsilon. Donc si je m'amuse à prendre un epsilon beaucoup plus petit, comme c'est le cas sur le dessin de droite, il va encore exister un petit voisinage autour de A, tel que le graphe de la fonction se trouve ici dans cette zone hachurée en rouge. Bien évidemment, le voisinage dans la deuxième situation, le epsilon plus petit, n'a pas du tout à être le même que le voisinage pour le epsilon précédent, puisque dans la définition ici, étant donné que eta est quantifié après epsilon, il peut s'adapter, il peut dépendre de epsilon. Et d'ailleurs, on sent bien que
plus epsilon va être petit, plus ce état lui-même aura tendance à être petit, ce qui signifiera que le voisinage autour de A pour lequel cette inégalité est vérifiée aura tendance à être resserré autour de petit a. Alors ces dessins sont très classiques et ils illustrent bien d'une certaine manière cette notion de limite finie en un point petit a, mais ils ont aussi un inconvénient, qui est que ici la fonction qu'on a choisi de représenter, comme souvent, c'est une fonction qui a un graphe très régulier hein, qu'on peut tracer à la main de cette façon-là. Il y a deux problèmes. D'abord, le premier problème, c'est qu'en fait, ici, cette fonction f, oui, elle admet une limite en petit a, mais en fait, si on regarde bien, elle admet une limite en n'importe lequel de ces points, n'importe lequel des points de son intervalle de définition. Et puis d'autre part aussi, c'est une fonction dont on peut, à l'œil nu ici, très bien voir les variations. Il y a des intervalles où elle est croissante, des intervalles où elle est décroissante. Et ça peut donner une image fausse de ce qu'est une fonction de i dans R. Une fonction de i dans R, de façon générale, elle peut être beaucoup plus complexe, beaucoup plus chaotique. Regardez, je vous montre ici un exemple. Là, j'ai essayé de représenter le graphe d'une fonction f qui est très chaotique. Vous voyez qu'elle prend des valeurs qui ont un peu rien à voir les unes avec les autres. Et si jamais je prends un point au hasard dans son intervalle de définition, là je vais l'appeler petit b, eh bien la fonction f n'admet en petit b aucune limite. En fait, le seul point ici pour lequel la fonction f va admettre une limite, c'est le point qui est ici. On va l'appeler petit a. Et la valeur de cette limite, on va l'appeler petit l. Essayez de photographier ce graphe, de se souvenir de cet exemple, qui à mon avis est beaucoup plus formateur que le précédent. En fait, d'une part, il montre que une fonction peut très bien n'admettre une limite qu'en un seul point. Ici, c'est le cas, elle n'admet une limite qu'en petit a. Et puis deuxièmement, cet exemple, il montre que la notion de limite en un point, elle n'a rien à voir avec les notions de fonction croissante ou décroissante. Ici, la fonction f, elle est bien évidemment ni l'un ni l'autre. Elle a également rien à voir avec toute idée de régularité de la fonction f. En fait, pour dire que f admet une limite L en un point A, vraiment la seule chose qu'on dit, c'est que f est arbitrairement proche de petit l au voisinage de A. Après avoir défini ce que signifiait la notion de limite finie en un point petit a pour une fonction, on va définir la notion de limite infinie, toujours en un point petit a, c'est-à-dire définir ce que signifie la chose suivante, le fait que f de x tend vers plus l'infini, ou moins l'infini, lorsque x tend vers a. Pour ça, on va considérer une fonction f qui est définie alors non pas sur i, mais sur i privé de a. Elle n'est pas définie en a. Et on va dire que cette fonction f admet plus l'infini comme limite au point a. Et donc notez de cette manière-là, f de x tend vers plus l'infini lorsque x tend vers a. Si, attention pour la définition, pour tout réel m, il existe un voisinage de a, donc privé de a, sur lequel on a que f de x est plus grand que m. Si j'écris cette définition avec des quantificateurs, ça donne la chose suivante. Pour tout m appartenant à R, il existe un voisinage de A, donc il existe un état strictement positif, tel que pour tout x appartenant au voisinage de A correspondant. Alors attention là, il faut quand même que mon x appartienne à i, l'ensemble de définitions de f, et puis que x ne vaille pas petit a. Donc je vais rajouter cette intersection. Eh bien, on a que f de x est plus grand que m. Sur le dessin, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si jamais je prends un palier, grand M, eh bien, au voisinage, sur un voisinage de petit a, ma fonction f va être au-dessus de ce palier, c'est-à-dire dans la zone ici qui est assurée en rouge. Et il faut que cette chose-là soit vraie pour tout palier grand M. Donc, si vous prenez un palier plus grand, aussi grand m soit-il, eh bien, il y aura toujours un voisinage de a sur lequel la fonction f sera au-dessus de ce palier m. Encore une fois, on voit bien que cette définition est tout à fait similaire à la définition d'une suite qui tend vers plus l'infini, puisqu'on a bien un pour tout m ici, on demande à notre fonction d'être plus grande que m, la seule chose qui change, c'est ce qu'il y a ici, au lieu que ça soit le à partir d'un certain rang pour les suites, c'est sur un voisinage de petit a. Symétriquement, maintenant, la définition de f de x tend vers moins l'infini, eh bien ça va être exactement la même, sauf que à la fin, on va demander à f de x au voisinage de petit a d'être inférieur à petit m. Après avoir parlé de la limite d'une fonction en un point petit a, on va maintenant parler de la limite d'une fonction en plus l'infini. Alors pour ça, on va supposer que grand I, c'est pas n'importe quel intervalle, c'est un intervalle qui admet plus l'infini comme extrémité droite, et puis on va considérer petit l un réel.
On dit que f admet petit l comme limite en plus l'infini, et on note f de x tend vers L lorsque x tend vers plus l'infini, si, eh bien, pour tout epsilon strictement positif, il existe un voisinage de plus l'infini sur lequel la distance entre f de x et L est inférieure à epsilon. Avec des quantificateurs, ça donne la chose suivante. Pour tout epsilon strictement supérieur à 0, il existe un x0 dans i, tel que pour tout x supérieur à x0, f de x est proche à epsilon près de petit l. Vous voyez ici qu'on est vraiment très très proche de la définition qu'on avait donnée pour une suite, puisque le à partir d'un certain rang pour la suite est ici transformé en un sur un voisinage de plus l'infini. Les figures ici au-dessous, eh bien, elles nous font un peu penser aux figures qu'on avait dessinées pour les suites, hein, sauf que ici ce sont pour des fonctions. En haut pour une fonction qui a un graphe très régulier, et puis en bas ici pour une fonction au contraire qui est très irrégulière. Enfin, on dit que la fonction f admet plus l'infini comme limite en plus l'infini, et on note que f de x tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini, si pour tout réel grand M, il existe un voisinage de plus l'infini sur lequel on a que f de x est plus grand que grand M. Avec des quantificateurs, ça donne la chose suivante. Pour tout M appartenant à grand R, il existe un x0 tel que pour les x plus grands que x0, f de x est plus grand que grand M. Sur le dessin, ça signifie la chose suivante. Si vous prenez n'importe quel palier grand M, alors à partir d'une certaine valeur x0, la fonction f est au-dessus de grand M définitivement. Et cette chose-là doit être vraie pour tout grand M, donc ça marche quel que soit le grand M que vous prenez, aussi grand soit-il. Par commodité de langage, on va noter R bar, l'ensemble qui est R union moins l'infini plus l'infini. Alors ici, je mets des guillemets autour du mot ensemble, puisque ces deux objets, moins l'infini et plus l'infini, en fait, n'ont pas d'existence réelle en mathématiques, c'est juste des notations. Ça veut rien dire plus l'infini en mathématiques. Ce qui a du sens, c'est tendre vers plus l'infini ou tendre vers moins l'infini. Donc en fait, c'est pas vraiment une notation rigoureuse. R bar, c'est plus quelque chose qu'on va utiliser comme une commodité de langage, comme je le disais. Typiquement, pour dire que une fonction admet une limite L qui peut être finie ou éventuellement infinie si c'est tendre vers plus l'infini ou moins l'infini, eh bien on va pouvoir le dire en un mot en disant que L appartient à R bar. On arrive à un premier théorème qui, je pense, sera nouveau pour vous. C'est le théorème qu'on appelle la caractérisation séquentielle de la limite pour une fonction. Alors d'abord, on peut se pencher un tout petit peu sur ce mot-là, le mot séquentiel. Séquentiel, en fait, c'est tout simplement l'adjectif qui correspond au mot suite. Vous voyez, pour le mot fonction, l'adjectif correspondant, c'est fonctionnel, mais pour le mot suite, on ne dit pas suitel, on dit séquentiel. Donc la caractérisation séquentielle de la limite, ça signifie la caractérisation de la limite par les suites. Alors, lisons ensemble l'énoncé du théorème. Ici, petit f désigne une fonction qui est définie au voisinage de petit a, où donc a désigne soit un réel, soit éventuellement plus l'infini ou moins l'infini, et L désigne également un élément de R bar. Le théorème dit qu'on a l'équivalence entre deux phrases. La première phrase, celle de gauche, c'est la phrase qui dit que f de x tend vers L lorsque x tend vers a. Bon, ça, on vient de donner la définition, donc on voit très bien ce que ça veut dire. Maintenant, intéressons-nous à la phrase de droite. Là, accrochez-vous, pour toute suite U qui tend vers A, on n'a que f de un tend vers L lorsque n tend vers plus l'infini. Il faut qu'on se penche un peu sur la signification de cette phrase. C'est une phrase qui fait une généralité sur toutes les suites qui tendent vers A. Or, en fait, les suites qui tendent vers A, bien évidemment, il y en a énormément. Bon, tout d'abord, il y a la suite constante à A, ça c'est sûr. Mais vous avez aussi des suites qui tendent vers A par valeur supérieure, comme par exemple A plus 1 sur n. Des suites qui tendent vers A par valeur inférieure, comme par exemple A moins 1 sur n. Ou des suites qui tendent vers A ni par valeur toujours supérieure, ni par valeur toujours inférieure, comme par exemple A plus moins 1 puissance n sur n. Et puis bien d'autres, il y a évidemment une infinité de suites qui tendent vers A. Or, justement, que dit cette phrase? Elle dit que, quelle que soit la suite que vous choisissez qui tend vers A, si vous prenez f de cette suite, eh bien, vous obtenez une suite qui tend vers L. Autrement dit, ce que dit cette phrase ici surlignée en bleu, c'est que f de n'importe quelle quantité qui tend vers A, c'est une quantité qui tend vers L. Alors maintenant, on comprend bien
avec le dessin de gauche cette idée, et surtout le fait qu'elle est tout à fait naturelle. Vous voyez ici sur l'axe des abscisses, si je prends une quantité qui tend vers A par exemple par valeur supérieure, comme le font les Vn, et bien pour cette fonction-là, f, qui est une fonction qui admet L comme limite en petit a, les f de Vn, je vais les lire ici sur le graphe. Et lorsque n tend vers plus l'infini, eh bien ces valeurs-là vont bien tendre vers la valeur L. Et symétriquement, si jamais je prends une suite qui tend vers A, mais cette fois-ci par valeur inférieure, comme par exemple les Wn, eh bien les f de Wn, je vais les lire ici. Et quand n tend vers plus l'infini, eh bien ce sont des valeurs qui, elles aussi, vont tendre vers L. On comprend maintenant pourquoi ce théorème s'appelle la caractérisation séquentielle de la limite, caractérisation par les suites, puisque en fait elle fait le lien entre ici la notion de limite pour une fonction et ici des notions de limite qui ne concernent que des suites. U est une suite et ici f de un est également une suite. Dans cette vidéo, je ne vais pas me lancer dans la démonstration de ce théorème. En fait, si on veut le faire proprement de A à Z, c'est un peu laborieux. Et c'est essentiellement un jeu de définition sur les définitions, celle de la limite pour une fonction et celle pour les suites. Les curieux pourront aller voir dans les documents le détail de la démonstration. Moi, ce sur quoi je vais vraiment me pencher, c'est sur l'utilisation de ce théorème. En fait, il y a deux utilisations de ce théorème qui sont extrêmement différentes l'une de l'autre. La première utilisation, que je qualifierais de positive, c'est l'utilisation ici dans cette équivalence de l'implication de gauche à droite. C'est-à-dire le fait, lorsque on est dans une situation d'une fonction qui admet une limite, d'utiliser cette information pour dire que f d'une suite qui tend vers A tend vers L. En fait, c'est quelque chose que vous faites déjà sans le savoir. Vous voyez, par exemple, lorsque vous avez une suite U qui tend vers 0, eh bien, si jamais vous regardez la quantité exponentielle de un, vous allez me dire, sans aucune justification, que exponentielle de un tend vers 1. En fait, vous avez raison de dire ça, mais pour dire ça, vous êtes en train d'utiliser ce théorème de caractérisation séquentielle de la limite d'une fonction. Ici, il faudrait rajouter un argument qui est que la fonction exponentielle, en 0, eh bien, elle admet comme limite 1. Alors, elle admet 1 comme limite par en fait continuité de la fonction exponentielle en 0, puisque 1 c'est la valeur d'exponentielle en 0. Mais bon, laissons ça de côté, on en reparlera quand on parlera de continuité. En tout cas, on sait que exponentielle x ça tend vers 1 lorsque x tend vers 0. Et donc ici, cette implication que je viens d'écrire, c'est l'utilisation cachée de la caractérisation séquentielle de la limite. Autre exemple, par exemple, c'est l'utilisation des théorèmes de croissance comparée. On sait par croissance comparée que lorsque t tend vers plus l'infini, t sur exponentielle de t, ça tend vers 0. Bah, du coup, si jamais je regarde la quantité racine de n sur exponentielle de racine de n, je peux en déduire que cette quantité tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Ici, même chose, j'utilise le théorème de caractérisation séquentielle de la limite, puisque cette suite ici, racine de n, elle tend vers plus l'infini, et donc, j'applique cette fonction-là à cette quantité. On comprend en fait que cette utilisation, le sens de gauche à droite du théorème, c'est moralement ce qu'on pourrait appeler un théorème de composition des limites. La deuxième utilisation de ce théorème, que je qualifierais d'utilisation négative, c'est d'utiliser ce théorème pour démontrer qu'une fonction f n'admet pas de limite en petit a. Et la technique, c'est de démontrer que la phrase de droite, ici, est fausse. Cette phrase de droite, c'est une généralité sur toutes les suites U qui tendent vers A. Donc pour la faire mentir, il suffit de mettre en évidence deux suites qui tendent vers A, mettons U et V, mais telles que f de ces deux quantités, c'est-à-dire f de un d'une part et f de vn d'autre part, n'ont pas le même comportement lorsque n tend vers plus l'infini. Typiquement, eh bien qu'elles ont deux limites différentes. Si on est dans cette situation, alors f ne peut pas admettre en petit a une limite L, puisque si c'était le cas, les deux quantités f de un et f de vn devraient, d'après ce théorème, toutes les deux tendre vers L, et ce n'est pas le cas. Donc f n'admet pas de limite en A. On va prendre deux exemples. Le premier exemple, je vais le faire ici, ça pourra montrer en quelque sorte un modèle de rédaction. Et puis le deuxième exemple, je vous le ferai faire en exercice. Alors, premier exemple, on va démontrer quelque chose qu'en fait on sait un peu déjà, c'est le fait que la fonction sinus n'admet pas de limite en plus l'infini.
Pour faire ça, la première chose, c'est de se rappeler un peu du graphe de la fonction sinus, ça va nous donner des idées. Avec ce graphe sous les yeux, on comprend très bien intuitivement pourquoi sinus n'admet pas de limite en plus l'infini. En fait, sur n'importe quel voisinage de plus l'infini, la fonction sinus, elle va osciller une infinité de fois entre moins 1 et 1. Maintenant, au-delà de cette argumentation un peu avec les mains, le théorème va nous permettre de démontrer rigoureusement que la fonction sinus n'admet pas de limite en plus l'infini. Pour faire ça, il nous faut deux suites. Alors deux suites qui tendent vers plus l'infini, puisqu'on s'intéresse à la fonction sinus en plus l'infini, et pour lesquelles sinus de ces suites a deux comportements différents. Or, vous voyez, en fait, étant donné qu'on disait que la fonction sinus osciller entre moins 1 et 1, une solution, parmi d'autres, mais une solution, c'est précisément de s'intéresser aux points sur lesquels sinus vaut 1. Là, ici, sur le graphe, ça va être ces points-là. On peut leur donner un nom, par exemple les UN. Et puis, d'autre part, regardez les points sur l'axe des abscisses où, au contraire, sinus vaut moins 1. Ceux-là, on peut les appeler, par exemple, les VN. Alors, il n'y a pas vraiment de mystère sur ce qu'ils valent. En fait, pour tout n appartenant à grand N, on va poser proprement les UN et les VN de la manière suivante. Que valent les UN? U0, c'est la première valeur où sinus vaut 1, c'est pi sur 2. U1, c'est pi sur 2 plus 2pi. U2, c'est plus 4pi. U3 plus 6pi. Donc, en fait, les UN, ce sont les pi sur 2 plus 2npi. Ensuite, les Vn de leur côté, V0 ici c'est 3pi sur 2, et puis ensuite plus 2pi, plus 4pi, etc. Donc les Vn ce sont les 3pi sur 2 plus 2npi. Ici ce sont deux suites qui tendent bien vers plus l'infini, et pourtant, par construction, pour tout n, f de un vaut 1, donc f de un tend vers 1, et f de Vn vaut moins 1, donc les f de Vn tendent vers moins 1. Alors pardon, ici ce que j'ai appelé la fonction f, c'est la fonction sinus bien sûr. Donc c'est terminé. Par caractérisation séquentielle de la limite, la fonction sinus n'admet pas de limite en plus l'infini. On comprend en fait que cette utilisation négative du théorème est très analogue à l'utilisation pour les suites des suites extraites pour montrer qu'une suite n'admettait pas de limite. Maintenant, à vous de jouer. On va s'intéresser à un exemple qui est certes un peu artificiel, mais qui est formateur. On va s'intéresser à la fonction f qui, à x, associe la partie entière de x. Alors, je rappelle que pour un réel x, la partie entière de x, c'est le premier entier à gauche de x. Autrement dit, c'est le plus grand des entiers qui sont plus petits que x. Et là, le but de l'exercice est de démontrer que cette fonction n'admet pas de limite en 2, en a égale 2. Mon conseil est toujours le même, commencez par faire un dessin du graphe de f, ça donne des idées. Et puis pour le reste, débrouillez-vous, mettez pause dans la vidéo. Le graphe de f, le voici, c'est une fonction qui est constante par morceau. Sur chaque intervalle entre deux entiers, la fonction est constante. Par exemple, vous voyez ici, j'ai les nombres qui sont compris entre 1 et 2. Et leur partie entière, c'est 1, puisque ce sont des nombres du type 1, quelque chose, 2, 3, 5, etc. Là, la partie entière, c'est 1. Vous voyez que ici, il y a bien la valeur 1 en 1. La partie entière d'un entier, c'est lui-même. Alors que de l'autre côté de l'intervalle, ici, j'ai quelque chose qui est ouvert, puisque en 2, la partie entière de 2, c'est 2, et non pas 1. Je comprends donc pourquoi la fonction f ne va pas admettre de limite en 2. Si jamais je prends ici une suite qui approche 2 par valeur inférieure, par exemple les un, f de un va valoir 1, alors que si maintenant je prends une autre suite v qui approche 2 par valeur supérieure ici, f de vn va valoir 2. Donc sans surprise, je pose deux suites u et v qui sont par exemple les 2 moins 1 sur n et puis les 2 plus 1 sur n. Ce sont deux suites qui tendent vers 2. Comme les UN sont strictement compris entre 1 et 2, leur partie entière c'est 1. Et à l'inverse, les VN sont compris entre 2 et 3 en étant strictement plus grand que 2, donc leur partie, enfin d'ailleurs plus grand que 2, pas forcément strictement, peu importe. Donc leur partie entière c'est 2. Donc f de UN tend vers 1 alors que f de Vn tend vers 2.
Par caractérisation séquentielle de la limite, f n'admet pas de limite en 2. Et ça termine l'exercice. Petite remarque au passage, vous voyez que dans la définition de Vn, ici j'ai pris 2 plus 1 sur n pour prendre des quantités qui sont strictement plus grandes que 2, mais il n'y a pas besoin. Hein. En fait, je peux aussi très bien prendre Vn est égal à la constante à 2. La constante à 2, c'est bien une suite qui tend vers 2. La partie entière de Vn valait aussi 2.